Bonjour Jean-Bernard Pinatel. Bonjour Irina. Merci de revenir au Dialogue franco-russe. Vous êtes officier parachutiste, docteur en études politiques, créateur d'entreprise. Vous êtes auteur de livres qu'on a présenté, du livre Ukraine, le grand aveuglement européen. Et j'aimerais bien revenir sur les scénarios que vous avez évoqués et proposés lors de notre dernière conférence concernant la fin, la résolution du conflit en Ukraine. Vous avez évoqué l'option coréenne, mais on comprend très bien aujourd'hui que la Russie n'est pas prête à cette option. Elle veut la solution définitive. Poutine le dit lui-même. D'après vous, comment vous voyez aujourd'hui, en avril 2025, 3 ans après le début du conflit, ce scénario ? Ben, écoutez, ça va être le scénario coréen. Pour moi, c'était un scénario où effectivement la partie occidentale ne voulait pas la paix. Là maintenant, avec Trump, on sait très bien qu'il veut la paix. Donc il est bien certain que c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que c'est que le scénario coréen? C'est en fait un armistice qui est signé, mais la paix qui n'est pas reconnue ni par la Corée du Nord, ni par la Corée du Sud, mais qui en fait existe depuis 72 ans ou 13 ans, parce que les Américains ne veulent pas de guerre sur la péninsule coréenne, et les Chinois non plus. Donc à partir de ce moment-là, le Parlement de Panmunjom n'a pas reconnu l'armistice. Donc si vous voulez, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en guerre, ils sont toujours en guerre dans le truc. Donc il y a une stabilisation avec une zone démilitarisée. Donc le scénario coréen, c'était cela, parce qu'à l'époque, avec Biden, les néoconservateurs, etc., pour l'Occident, il n'était pas question de favoriser, et tout le monde disait on va aider l'Ukraine jusqu'à la reprise de tous les territoires annexés par la Russie. Voilà, donc à ce moment-là, pour moi, c'était l'épuisement à la fois occidentale, qui n'arrivait pas à alimenter la guerre, qui avait, notamment pour les États-Unis, d'autres objectifs dans le Pacifique, et les amiraux et généraux américains qui disaient attention. L'amiral Cold, qui était le patron des forces maritimes, a dit en 2020, dès 2023, si ça continue comme ça, on ne me livre pas mes missiles dont j'ai besoin et je ne pourrai pas soutenir un combat classique face à la marine chinoise. Vous voyez, donc il y avait... The Economist avait publié en septembre ou octobre de 2023 un article qui était « We are out of weapons ». Nous n'avons plus d'armes. Donc, et c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs du camp occidental qui parle d'économie de guerre, mais qui n'a jamais fait une économie de guerre. C'est-à-dire qui a augmenté un petit peu les capacités de production d'armes et de munitions, mais d'une façon qui est bien inférieure à ce qui existait en Fédération de Russie au début de la guerre. Donc, si vous voulez, on est dans des facteurs très, très différents, puisque, par exemple, au début de la guerre, les Russes étaient en mesure de produire 2 500 000 obus de 155 par an, et la France, on était capable d'en produire 9 000, les États-Unis, 90 000. Vous voyez, donc, et même si on a augmenté, on n'est pas du tout... Aujourd'hui, les États-Unis sont capables de produire à peu près la moitié des obus que produisait la Russie en 2022. Voilà, et ils ont d'autres soucis. Ils ont Israël, ils ont dû fournir des munitions à Israël, ils ont détourné de l'aide qui était prévue à l'Ukraine, avec l'affaire de Gaza, ils ont la Chine, etc. Donc, pour moi, ce scénario coréen, c'était un scénario qui était lié au fait, c'est pas qu'on voulait la paix du côté occidental, mais qu'on n'était plus en mesure de soutenir la guerre et que l'on avait constaté que les sanctions vis-à-vis de la Russie ne la mettaient pas à genoux, comme avait dit notre ministre Le Maire, mais qu'au contraire, comme a dit d'ailleurs le patron des investissements russes qui est allé à Washington, les sanctions ont été favorables à l'économie russe.
En effet, Kirill Dmitriev s'est rendu tout récemment à Washington. Voilà, et donc, si vous voulez, voilà mon scénario. Maintenant, à partir du moment où Trump a une vision totalement différente. Alors pourquoi Trump a une vision différente? Parce qu'il estime qu'il y a deux menaces essentielles trois menaces en fait, essentielles pour les États-Unis. Il y a la Chine, menace politique, communisme toujours, militaire, une puissance militaire que certains experts américains estiment supérieure à la puissance américaine, économique, technologique. Et ça, il y a plusieurs articles qui sont sortis en disant, par exemple, les Chinois sont capables de faire des missiles hypersoniques et nous, on n'est pas encore capable de les faire, etc. Et technologique. Donc, pour eux, c'est la menace principale. La deuxième menace, c'est l'islam radical. Tous les gens qui entourent Trump ont été déployés, que ce soit Tulsi Gabbard, qui est maintenant la patronne du DNI, donc de l'intelligence intérieure, ou Pete Esberg, qui est le patron de la défense, ont été déployés en Afghanistan et en Irak, et ils ont vu ce que c'était se battre contre des islamistes. Et donc ils estiment que l'islam radical et le traumatisme américain du 9/11, des Twin Towers, fait que les États-Unis sont très sensibilisés à ça, et à partir du moment où les leaders sont sensibilisés à ça, ils disent c'est notre priorité. Et troisième menace, c'est les BRICS. La guerre a consolidé les BRICS, puisque effectivement, et pendant toute la campagne électorale, Trump a reproché à Biden d'avoir poussé la Russie, qui voulait être plutôt attachée à l'Occident, dans les bras de la Chine. Et les BRICS aujourd'hui poussent la suppression du dollar comme monnaie de réserve. Aujourd'hui, les Indiens payent en roupies le pétrole russe. Également, des échanges se font en yens. Et on envisage, et le BRICS envisage de faire une monnaie de réserve, un panier de monnaie de réserve qui va être concurrencer le dollar. Or, pourtant, la primauté du dollar est quelque chose de tout à fait essentiel qui permet aux États-Unis d'avoir de tels déficits. Voilà, donc Trump veut remédier à cela. Et ce n'est pas uniquement Trump. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump est appuyé sur un mouvement qui est contre-révolutionnaire, si on peut dire, de la tendance Biden et compagnie néoconservateur, qui est le MAGA, Make America Great Again, et tous les gens qui sont autour, c'est aussi, ce sont des conservateurs au sens, si vous voulez, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, ils croient en Dieu. Donc, si vous voulez, il y a un rapprochement évident avec la Russie aussi sur ce plan-là. Donc, ils veulent remettre la famille, par exemple, ils sont contre le wokisme, absolument, donc ils veulent remettre la famille au centre de la nation, et donc, s'ils veulent à la fois éviter, lutter contre la Chine et la primauté que la Chine peut exercer dans le monde, s'ils veulent, fois, et lutter contre l'islam radical et aider Israël, qui est considéré comme la base avancée contre l'islam radical au Moyen-Orient, s'ils veulent éviter que les BRICS se renforcent et que le dollar n'existe plus comme monnaie de réserve internationale, il faut ramener, il faut faire la paix avec la Russie. Et pour Trump et pour Vance en particulier, les 4 oblats que la Russie a annexés, d'ailleurs sont des oblats russes, donc que ça leur coûte rien, mais le bargain qu'il y a aujourd'hui avec la Russie ne touche pas l'Ukraine uniquement. Le problème de la perte des 4 oblats et de la Géorgie, c'est réglé dans la tête des gens qui entoure Trump. Mais simplement, il veut discuter avec Poutine tout le problème de ses liens avec la Chine, tout le problème de l'exploitation de l'Arctique, tout le problème des liens avec l'Iran, tout le problème de la monnaie commune que veut faire avec les BRICS. Donc on voit très bien qu'il y a plein, dans la négociation actuelle, l'Ukraine et ce qui se passe et la guerre n'est qu'un élément. Et c'est pour ça que ça dure.
Ces négociations seront très longues. C'est pour ça que ça dure. Vous dites que certes, donc pour les États-Unis, la Russie n'est plus une menace. Par contre, ici, du matin au soir, on nous dit, supposons que, comme dit Emmanuel Macron, la Russie est une menace notamment pour la France, mais vous dites également que l'OTAN serait incapable de gagner une guerre actuellement classique contre la Russie, faute de capacité industrielle et logistique. Alors, combien de temps il faut... C'est pas moi qui le dis. Si vous voulez, celui qui l'a dit encore très les récemment, officiers américains. C'est un amiral anglais, un commodore anglais. Donc, si vous voulez, c'est les Anglais qui sont encore le plus opposés à la Russie, mais pour des raisons tout à fait historiques. Les Anglais se sont toujours opposés à la puissance dominante en Europe. Donc, quand c'était Napoléon, ils étaient contre Napoléon. Quand ça a été l'Allemagne, c'est contre l'Allemagne. Maintenant, c'est la Russie, donc ils sont contre la Russie. Mais ça, c'est une politique, si vous voulez, depuis 3 siècles de la Grande-Bretagne. Mais un amiral anglais a dit des choses terribles. Il a dit des choses terribles. Je l'ai publié d'ailleurs. Il a dit notamment que, et ça c'est la chose qui m'a... puisque c'est un marin, il a dit... on ne serait pas capable de renforcer l'OTAN avec des convois américains au travers de l'Atlantique, car nous n'avons pas les moyens navals pour les protéger face aux sous-marins russes. Donc, si vous voulez, il y a non seulement le fait que on dit, et d'ailleurs ce qu'il a dit, on dit beaucoup que les Russes nous menacent, mais on n'a rien fait sur le plan industriel. Combien de temps il nous faut pour ça ? Mais on n'a rien fait depuis 2022. Ce qui est quand même énorme, ce sont des moulins à parole, nos dirigeants. Ce qui est donné à nos armées depuis 2022 était programmé depuis 2019. Il n'y a pas eu un sou de plus. Au contraire, on a enlevé du matériel à nos armées, notamment les canons César, des munitions, pour les donner à l'Ukraine. Donc nos armées, aujourd'hui, la loi de programmation militaire qui a été décidée, il n'a pas rajouté un centime. Si vous voulez, depuis 3 ans, mais non seulement il a prélevé du matériel, il a prélevé des Mirages qui étaient, on a dû dissoudre un escadron qui était d'interception et de défense aérienne, on n'a plus d'artillerie, si on peut dire, donc si vous voulez, on n'est pas capable... alors, on a déjà une armée très réduite. Les Britanniques n'en ont pratiquement plus. Ils ont des forces spéciales, parce qu'ils ont fait des choix, la marine, l'aviation et les forces spéciales, mais comme eux, ils ont le British Channel, comme ils disent, la Manche entre l'Europe, ils ont réduit leur armée au truc, mais nous, on a 2 divisions. On a 2 divisions qui ne sont même pas de vraies divisions blindées, puisque on a dans l'une division, c'est la brigade parachutiste, et dans l'autre, c'est la brigade des chasseurs alpins. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui n'ont pas de matériel lourd. Voilà, donc, on n'a rien fait de plus. Donc, si vous voulez, c'est ce que dit d'ailleurs ce commodore anglais, là, dans une publication récente, si on croyait que c'était vraiment une menace, on se serait mobilisé. Mais on ne s'est pas du tout mobilisé. Alors on parle beaucoup, on s'agite, etc. Mais quant à l'Allemagne, l'Allemagne n'a plus d'armée. Il faut bien le savoir. Ça, c'est-à-dire la commissaire parlementaire aux armées que je cite là, qui est une commissaire indépendante, a publié en avril 2023 un rapport, après avoir passé plus de 90 jours dans tous les trucs, en disant c'est pas 100 milliards qu'il faudrait pour reconstituer l'armée allemande, c'est 300 milliards, et il faudrait 10 ans. Elle a écrit. Donc, c'était publié même par Le Monde. Donc, si vous voulez, c'était le rapport d'armée. Moi, j'avais écrit à l'époque un article qui avait été publié, je ne me souviens plus où, mais dans lequel j'avais écrit « La Bundeswehr n'a rien du tout et l'armée française a un peu de tout ». Voilà, donc c'était le titre de mon article. Donc on n'est pas absolument pas prêt. Alors on n'est pas prêt logistiquement, on n'est pas prêt militairement et on n'est pas prêt, si on peut dire, opérationnellement. Parce que la guerre qui se passe en Ukraine aujourd'hui a changé complètement la nature de la guerre. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on s'entraînait
pour faire la guerre contre les divisions soviétiques quand j'ai commandé mon régiment en Allemagne, et la guerre que l'on a aujourd'hui, qui est une guerre essentiellement électronique, où on voit tout sur le terrain, de drones, etc., et dans lequel les chars font beaucoup plus de l'appui artillerie, etc., et ceux qui nettoient le terrain sont des toutes petites unités. Ce sont toutes petites unités très mobiles à cause des drones, qui peuvent aller tuer les gens individuellement. Donc on est dans une guerre que l'on ne prépare pas encore chez nous, même si on a eu des forces spéciales qui ont fait des études et qui ont dit voilà comment il faut qu'on se prépare. Pourquoi ? Parce que la planification militaire, c'est quelque chose qui est comme un bateau, qui a une inertie. Parce que comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'à un moment, on décide qu'il y a un type de menace, il faut s'équiper face à cette menace. Et donc on ouvre des autorisations de programme. Donc aux industriels, on leur dit, on va vous acheter dans les 2-3 ans tant de chars, tant de telle nature, tant d'avions de telle nature. Et ensuite, chaque année, on met des crédits de paiement qui sont prévus. Mais une fois que vous avez ouvert les autorisations de programme pour tel matériel, vous ne pouvez pas les modifier, parce que les industriels ont investi sur leur chaîne de production, ont investi les matières premières, ont investi tout ça. Donc vous êtes obligé de faire. Donc 3 ans n'est pas suffisant, donc on va refaire probablement une loi de programmation, on va prendre en compte les retours d'expérience de l'Ukraine, mais pour aujourd'hui, on ne les a pas pris en compte. La loi de programmation sort ce qui était prévu avant la guerre d'Ukraine, avant février 2022. Voilà, donc quand je dis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport parlementaire du Sénat français, c'est un commodore anglais, etc. Donc moi, je ne fais que je ne fais que lire et expliquer, écrire ce que des gens en responsabilité disent. Donc après on me dit, si vous dites ça, vous êtes pro-russe. Non, moi simplement, je ne suis pas du tout pro-russe. Je dis simplement que nos dirigeants parlent beaucoup, mais si vous voulez, qu'ils ne sont pas en mesure de mettre leurs actes en rapport avec leurs paroles. Voilà, c'est tout. Et ce que je demande, c'est de la cohérence. C'est de la cohérence, c'est tout. La France a toujours suivi les États-Unis, ou disons la ligne néoconservatrice. Là, en ce moment, au contraire, on voit une certaine rupture entre donc, le dirigeant français et certains dirigeants européens avec l'administration Trump, avec cette vision de Trump, comme vous dites. Comment voyez-vous cette relation entre Trump et Macron, ou d'après Macron, dans les années à venir ? Ben, écoutez, pour moi, je suis un gaulliste de gauche en plus, si vous voulez, donc chevènement. Voilà, donc j'ai fait mon doctorat à Paris 1, donc c'est ma culture politique, même si j'aime pas trop les hommes politiques, est de cette ligne-là, souverainiste de gauche. Si vous voulez, la France a, jusqu'à Sarkozy, conservé une ligne, si on peut dire, gaulliste. C'est-à-dire que la France doit avoir une parole indépendante. Elle a d'ailleurs le moyen de le faire puisqu'elle a une dissuasion nucléaire. Et la France est à la fois une puissance maritime, on a 5000 km de côte, 12 millions et demi de kilomètres carrés de zones économiques exclusives avec nos départements et territoires d'outre-mer. Donc on est une puissance maritime, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi on est une puissance continentale, comme l'Allemagne, la Russie. Donc pour De Gaulle et pour les gaullistes, c'est que la France doit être un trait d'union entre l'Ouest et l'Est, ne doit pas être ni aligné à l'Ouest, ni aligné à l'Est. Et donc, De Gaulle, dès qu'il a eu la force les premiers Mirage 4 avec les premières armes nucléaires, s'est retiré de l'organisation militaire intégrée pour être indépendant. Celui qui a fait la première rupture de ce truc, c'est Sarkozy.
en réintégrant, et moi je me suis élevé, j'ai écrit contre ça, c'est Sarkozy. Alors ensuite ça a été suivi par Hollande, qui a été encore plus aux ordres d'Obama et qui a fait toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire. C'est ce que d'ailleurs, c'était l'interview que j'ai fait hier pour la chaîne parlementaire sur l'intervention en Syrie, qui était qui était pas un printemps arabe, qui était simplement une lutte traditionnelle en Syrie entre les minorités chrétiennes, si on peut dire kurdes, alaouites, etc., plus les sunnites enrichis, contre les frères musulmans et les sunnites acquis aux frères musulmans. Donc c'était une guerre confessionnelle, civile conventionnelle, mais ce n'était pas le peuple qui disait. Donc, si vous voulez, on a voulu suivre, il a voulu suivre Obama, qui au dernier moment n'a pas voulu aller jusqu'au bout, et Macron a été dans la même ligne que Sarkozy et truc, de dire on va suivre Biden. Le problème, quand on suit aux États-Unis, c'est que tous les 4 ans, il peut y avoir un changement de ligne politique. Alors jusqu'à maintenant, l'État profond, puisque c'est le fameux État profond, qui est le complexe militaro-industriel, qui est également Wall Street, etc., faisait qu'on était sur une ligne politique étrangère qui bougeait, qui avait des petites inflexions, mais qui ne changeait pas. Tout le mouvement MAGA veut une véritable rupture là-dessus, parce que c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement conservateur, et qui était contre les dérives absolument du wokisme, qui était de la société américaine, de la division même des démocrates sur ces problèmes sociétals, et qui ne pense pas que la guerre, pense que la guerre, d'abord, ne peut plus être gagnée. Et on a vu l'Afghanistan, on a vu l'Irak, et maintenant on voit l'Ukraine, et qu'en même temps ça appauvrit les États-Unis. Et donc, et les Américains qui ont voté Trump ont des fois 2 et 3 boulots pour arriver à survivre. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est un mouvement qu'en France on va décrire comme un mouvement populiste, de droite, etc. Non, c'est simplement dans une démocratie normale, quand les gens ont un projet alternatif et qu'ils veulent restaurer la grandeur de l'Amérique, mais au sens de donner à manger à tout le monde, que les infrastructures fonctionnent, etc., et qu'on ne dépense pas énormément d'argent pour envoyer à l'USAID n'importe quoi, pour donner de l'argent au Nicaragua pour les transgenres, etc. Ce que Elon Musk a sorti montrait bien, si vous voulez, que ces petites choses qui se diffusent toujours et qui ont fait l'élection de Trump avant, et maintenant ils sabrent là-dedans. Donc et en même temps, on est aux États-Unis, si vous voulez, ce deep state dont on parle, c'est une oligarchie financière qui ne produit plus, si on peut dire, de richesse, mais qui s'enrichit uniquement sans produire de richesse, qui s'enrichit par la finance uniquement. Et il y a une nouvelle, et notamment Musk en est l'exemple, le plus riche au monde, c'est celui qui crée une richesse concrète en faisant des fusées, en faisant des voitures, en faisant des choses, etc. Et il y a eu, je pense, cette alliance entre ce mouvement populaire que représente Trump et les gens de la high-tech, de la Silicon Valley, qui ne veulent pas être dominés par les financiers. Et donc c'est ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est une véritable révolution profonde, et qui, d'après moi, va durer bien au-delà de Trump. Voilà. Et donc, c'est une autre vision du monde. C'est une vision du monde, et c'est une vision du monde. Ils ne veulent plus être être la seule puissance dans le monde. D'ailleurs, ils ont constaté qu'ils ne sont plus la seule puissance du monde, mais ils veulent avoir une zone qui est leur intérêt vitaux, qu'ils ont situé du Groenland jusqu'à Panama, et puis une zone d'influence. Et quand le monde fonctionnait comme ça au XIXe siècle en Europe, il n'y avait pas de vraie guerre.
il y avait surtout des bagarres à la limite des zones d'influence. Donc, si vous voulez, c'est cette vision du monde qu'il a. Donc, il veut la paix. Il n'acceptera de faire la guerre qu'à la limite des zones d'influence. C'est par exemple le soutien d'Israël. S'il y avait mais il négocie avec l'Iran plutôt que de bombarder immédiatement l'Iran, mais là c'est la limite d'une zone d'influence, il sera prêt à faire un truc, mais il veut négocier avec la Russie sur l'exploitation de l'Arctique, sur le fait que la Russie ne pousse pas trop les BRICS, etc. Quoi, vous voyez, et il veut reisoler la Chine qui considère la menace. Donc on est dans une autre vision du monde, de la puissance américaine également, c'est-à-dire qu'ils estiment que la puissance est d'abord interne, et qu'aujourd'hui, les démocrates, avec les excès de Dworkin, détruisaient l'idéal américain. Et voilà, et on le voit. Moi, si vous voulez, j'ai un exemple tout simple. Mon fils travaille aux États-Unis dans une société américaine. Il a épousé une américaine et j'ai une petite fille depuis 9 mois. Eh bien, ils n'envisagent pas de mettre leur petite fille à l'école aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont, on ne le sait pas, mais ils ont peur pour la vie de leur fille dans une école américaine. Parce que tout le monde va maintenant à l'école avec une arme. Oui, donc ils vont prendre, mon fils va prendre sa retraite en France. Et voilà, et l'américaine et sa femme qui est américaine, qui parle que 2 mots de français, est d'accord. Oui, donc il y a un vrai problème sociétal aux États-Unis que nous on ne voit pas ici, mais qui existe et que Trump veut traiter en profondeur, et que Trump est le mouvement MAGA. C'est-à-dire le retour sur des fondamentaux, il n'y a qu'un homme et une femme, voilà. Les autres, c'est des déviations qu'on peut admettre, mais on ne va pas en faire le modèle. J'aimerais bien revenir au sujet des médias. Oui. Au rôle des médias dans ce conflit depuis 3 ans. Tout dernier exemple, d'ailleurs, les médias ont pris parti tout de suite aveuglement pour Zelensky, pour l'Ukraine, supposons. Les toutes dernières événements à Soumis ont été présentés complètement différemment. J'ai regardé exprès la presse anglo-saxonne, la presse française et la presse russe. Évidemment, donc on a dit, voilà, les Russes ont ciblé les civils, les Russes disent qu'il y avait des militaires qui se sont protégés des civils sur place. Les anglo-saxons donnent les deux opinions. Les Français soutiennent l'Ukraine. Comment vous voyez cette position de la presse, de la presse française? Moi, c'est pour ça que je ne parle jamais des éléments tactiques de la guerre. Parce que la désinformation d'un côté ou de l'autre, si vous n'êtes pas sur le terrain, vous voyez, vous ne voyez pas ce qui se passe. Moi, je reviens d'Israël, je suis allé voir, si vous voulez, comment ça se passe à Gaza avec les sections, comment l'appui aérien est fait à Gaza, etc., avec Tsahal. J'ai demandé à y aller, on m'a accepté, j'ai passé 8 jours pour aller voir sur le terrain. Donc, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, surtout quand vous êtes avec des généraux ou des consultants qui n'ont jamais entendu un coup de feu de leur vie, on peut dire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les grandes forces qui vont permettre de faire une analyse prédictive de comment ça va se passer. Donc moi, dans mon livre, donc vous avez bien voulu citer, dès le février 2022, j'ai dit « l'Ukraine ne pourra pas gagner la guerre ». Pourquoi? Parce que c'est une guerre sous menace nucléaire, et pour Poutine et pour les Russes, la région frontière de l'Ukraine fait partie des intérêts vitaux de la Russie. Et on ne veut pas avoir l'OTAN et les missiles de l'OTAN contre la frontière russe en Ukraine. Et voilà, c'est mes intérêts vitaux. Donc, et moi qui connais un peu les Russes, comme je connais très bien les Américains, si vous voulez, je sais que, je connais leur doctrine, ils étaient capables, s'ils étaient menacés par des forces classiques, d'utiliser l'arme nucléaire tactique sur le terrain. Et justement, je l'ai écrit.
Et justement, je voulais vous poser cette question. J'ai interviewé il y a quelques mois Gérard Chevrier qui parle du conflit nucléarisé inévitable, sachant que toute base militaire américaine, européenne de l'OTAN en Europe est en cible maintenant dorénavant pour la Russie. Est-ce que vous pensez que la Russie a aujourd'hui puisse utiliser les armes nucléaires? Je ne vais citer que le commodore anglais qui a écrit là-dessus, qu'il a dit aujourd'hui, on a 40 terminaux de GNL, puisque 30% de la consommation européenne est fournie par des bateaux qui arrivent dans les 40 terminaux GNL, il y en a une dizaine d'autres en construction, etc. Avec les missiles hypersoniques russes, classiques, ils sont capables de les détruire. Donc déjà, de nous supprimer 30% de l'Europe là-dessus. Il a dit également, nos industries d'armement ne sont pas enterrées, et elles sont très concentrées, donc avec aussi quelques missiles hypersoniques, ils nous désarment. Donc on n'a pas besoin d'armes nucléaires pour ça. C'est un commodore anglais qui l'a dit, donc si vous voulez, c'est pas moi. Donc il dit aujourd'hui, on n'est pas capable d'intercepter les missiles hypersoniques russes, qui vont à Mach plus 10, et eux, d'une façon purement classique, ils sont capables de nous désarmer avant même de commencer la guerre. Voilà, il a écrit, hein, donc ça a été publié, et j'ai repris avec toutes les références de cela, là, tout à fait récemment. Voilà, donc il a écrit ça en début de 2025. Donc voilà, donc on n'est pas capable de... je pense, non seulement la Russie ne me menace pas, mais qu'on ne croit pas au niveau dirigeant qu'elle nous menace, parce qu'autrement on aurait pris quand même un certain nombre de dispositions sérieuses si on pensait que c'est une menace, et on n'est même pas capable de résister à une menace classique uniquement de missiles, sans aucune troupe qui ne dépasse la frontière russe. Alors à quoi sert cette escalade verbale puisque... Mais cette escalade verbale, si vous voulez, c'est l'escalade verbale des impuissants, pour moi. C'est l'escalade des impuissants qui veulent paraître, mais tous les gens sérieux, et notamment les anglo-saxons, qui ont une presse beaucoup plus libre, etc., et qui écrivent que nous, on a une presse subventionnée, donc voilà, donc ils font ce qu'on leur dit, donc voilà, et c'est souvent leur vie elle-même, hein, leur job, hein, donc ils font cela, mais... et puis en plus, il y a un manque de culture. Soyons très bien, on a perdu en Europe la culture historique, on a perdu en Europe la culture géopolitique, on a perdu en Europe la culture militaire, etc. Donc on peut dire n'importe quoi. Si vous voulez, les gogos reprennent ça, mais quand vous parlez un peu différemment avec des chiffres, etc., mon livre s'est bien vendu, je suis passé à Omerta, il y a eu plus de 150 000 personnes qui ont vu ce que j'ai écrit, plus que de gens regardaient le CI tous les jours. Donc, si vous voulez, les médias alternatifs jouent un rôle pour informer au moins les gens intelligents qui veulent s'informer et qui ne veulent pas s'informer en regardant LCI. Ça, c'est un bon coucou à nos abonnés, à nos auditeurs, les gens intelligents. Les États-Unis et la Russie continuent le dialogue. Macron ne parle plus avec Poutine. Si vous étiez dans l'entourage du président français, qu'est-ce que vous auriez pu lui conseiller? J'ai été dans l'entourage d'un président français qui était Giscard d'Estaing. Mais si vous voulez, on avait des présidents qui avaient connu la guerre, 39-45, qui avaient un respect de la chose militaire et qui écoutaient, puisque moi je faisais des analyses géopolitiques avec une équipe pour le président Giscard, qui écoutait et qui, quand on lui envoyait tous les matins un document sur les différentes crises où nos forces étaient engagées, peuvent être engagées, il les annotait de sa main. Et on lui envoyait à 8 heures, à 9 heures, on avait les retours du président. Donc, si vous voulez, il savait qu'on était là pour servir les intérêts de la France. Aujourd'hui, si vous voulez, je ne sais pas qui est autour de Macron, si vous voulez, mais ils ne les écoutent pas, ou ce sont des gens qui ne connaissent rien à rien.
Voilà, donc on n'y peut rien, ça, si vous voulez. Les Français ont élu mal, d'ailleurs, quelqu'un qui avait une bonne gueule, qui leur promettait beaucoup de choses et qui n'a rien fait. Il n'y a qu'à voir les sondages. Voilà, donc moi je ne serais certainement pas dans l'entourage du président Macron, même s'il me le demandait aujourd'hui. C'est évident. Si vous voulez, on est dirigé aujourd'hui par un homme, et je l'ai dit à Omerta, donc je peux vous le dire ici, qui n'a jamais, qui a pris un costume de présidentiel qui est beaucoup trop large pour lui. Voilà, il n'avait qu'une formation financière. On ne peut pas diriger un grand pays sans une formation géopolitique, militaire, politique, que nos anciens ont eu. Chirac avait fait son service militaire, il avait été officier. Si vous voulez, la France, si on peut dire indépendante, s'est arrêtée avec Chirac et le fait qu'il ne veuille pas intervenir en Irak. Voilà. Après, tous les autres n'avaient pas fait leur service militaire, étaient soit des politiques locaux comme Hollande, des chefs de parti, d'autres étaient des conseillers, mais ils n'avaient pas la formation. Et les gens qui n'ont pas la formation, ils ne s'entourent pas des gens qui ont la formation pour les aider, ils s'entourent de plus minables qu'eux. Et c'est ça le problème. Si vous voulez, je l'ai dit hier, Hollande avait écarté Védrine pour prendre Ortiz. Alors Ortiz était un diplomate remarquable, mais qui parlait le mandarin, mais qui était de l'école d'Orient. Voilà. Et ces problèmes, ils étaient en Afrique et au Moyen-Orient. Donc voilà, ils n'étaient pas avec la Chine au niveau de notre sécurité. Donc, si vous voulez, c'est tout le problème. On a perdu une culture profonde, on a perdu... regardez aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait, Trump? Tous les gens qu'il a mis dans les postes de renseignement ou de défense ont fait 1 ou 2 déploiements en Irak ou en Afghanistan. Ils ont, Peter Hessek, qu'on critique beaucoup chez nous, il a quand même 2 Silver Stars. Il a été blessé en opération, etc. Voilà, moi je suis un des rares généraux français qui a été blessé en opération, qui a connu le feu. Tout simplement parce que je suis âgé et que j'ai fait la guerre d'Algérie. Voilà, mais les autres, si vous voulez, les opérations, vous savez, il faut quand même toujours avoir des ordres de garde. Les opérations qu'on mène outre-mer, là, en Afrique et au Moyen-Orient, depuis 1969, si vous voulez, on a eu un mort en moyenne par mois. En Algérie, on en avait 350. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait 80 000 par mois. Voilà, donc les Russes, voilà, oui. Voilà, donc si vous voulez, c'est les Allemands en avaient 80 000, les Russes en avaient beaucoup plus. Donc si vous voulez, on n'est pas... on parle de la guerre, mais avec des gens qui n'y connaissent rien. Moi, j'ai été blessé à 9h30 du matin, j'ai été évacué à minuit, si vous voulez. J'ai dû me battre toute la journée pour rester en vie et conserver en vie mes 6 blessés avec moi de ma section. Donc je sais ce que c'est la souffrance que les gens ont dans les tranchées d'un côté ou de l'autre. Et donc moi, je suis totalement en faveur de Trump. Il faut arrêter la guerre. La guerre est une chose horrible. Et alors, c'est bien pour ça que je ne prends jamais parti. Que les civils trinquent dans la guerre, c'est évident. C'est évident, puisque la guerre se fait dans les villes aujourd'hui. Donc les civils, il y a autant de civils qui meurent que de militaires, ou peut-être plus de civils que de militaires, mais c'est partout pareil. Ça a été partout pareil en Irak, ça a été partout en Afghanistan, ça a été partout à Gaza, et c'est partout pareil en Ukraine. Donc si vous voulez, qu'on s'étonne tout d'un coup et qu'on dit « Ah, ils sont horribles parce qu'il y a des civils qui sont morts », non, la guerre est horrible. Et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Merci beaucoup Jean-Bernard Pinatel pour ce dialogue. Merci Elena, toujours un plaisir de venir ici parce que je pense que les liens entre la France et la Russie doivent demeurer et doivent même être renforcés.